Je vais vous garder et vous installer avec nous pour la suite du programme. Je vous permets. On va applaudir encore une fois Madame la Ministre, s'il vous plaît. Le temps de la retrouver et de vous installer, si vous le permettez, juste ici. Merci Madame la Ministre de vous projeter aussi dans cette vision 2029. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et après avoir passé 17 ans entre Montréal et Abidjan, je suis depuis 3 mois installé avec la famille à Marrakech. Choukran Bezef, comme on dit chez nous. Oui, vous avez parlé de libérer l'énergie. Et justement, cette attractivité n'est pas que financière, elle est aussi humaine. Nous saluons bien entendu le leadership et la vision panafricaine de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Pour modérer justement ce panel, j'invite à venir me retrouver ici sur scène un fidèle de la FIS, un journaliste économiste passionné des questions de finance, présentateur et journaliste chez CGTN Bloomberg. Merci d'accueillir mon cher confrère Rama Nyang sous vos applaudissements. Rama, je te demanderai d'être précieux et gentil avec nos panélistes, s'il te plaît. Not sure I can make that promise. Ok. Please try. Je suis pas sûr de pouvoir tenir cette promesse, mais bon, je vais essayer. Ladies and gentlemen, my name is Rama Nyang. I'm a business journalist with CGTN Africa. Mesdames et messieurs, je suis journaliste d'affaires et financeur avec Bloomberg. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui. Vous venez des 4 coins du globe. C'est un vrai plaisir de vous voir à nouveau pour cette édition de la FIS. J'aimerais commencer, pour établir la base de cette conversation, avec une question de cadrage. Il y en a qui ont pris des vols de 11 heures. C'est un continent énorme, tant au niveau de l'énergie éolienne, aussi les réserves minières et métaux. 2 tiers des réserves du cobalt sont ici en Afrique. Question d'échelle. Beaucoup de potentiel inexploité. Parlons encore échelle. Nous avons tellement de pays, des règles, des mécanismes de contrôle qui diffèrent de pays en pays. Et si on veut répliquer, par exemple, ce qui se passe ici au Maroc, le Maroc, l'Afrique du Sud, en Afrique, et les estimations montrent que les chiffres sont énormes pour cette année seulement. Il y a beaucoup de potentiel. Comment peut-on traduire ces potentiels en réalité? Et c'est justement sur quoi va porter ce panel. Nous avons Madame Nadia Ftah Alaoui, ministre de l'économie et des finances au Maroc. J'invite les autres panélistes pour monter sur la scène. Jérémy Aouri, PDG du groupe Ecobank. Also joining us on Nous avons également avec nous Jules Ngankam, PDG du groupe African Guarantee Fund, ou Fonds de garantie africain. Mohamed El-Ktani, PDG du groupe Tijeri Opa Bank, qui va se joindre à nous pour cette conversation. Des chiffres impressionnants. Nous avons également avec nous Sergio Pimenta, vice-président de la SFI en Afrique. Très bien. Nous aurons une conversation très intéressante pour les minutes qui vont suivre.
Mais j'aimerais établir la base de cette conversation. Madame la ministre, puisque vous êtes notre hôte, à vous la parole en premier. Il y a une situation très intéressante. Les systèmes de paiement vont bifurquer pour les années à venir. De là où vous vous trouvez en tant que personnalité politique, décideur, lorsqu'on veut agréger ceci à une échelle continentale, comment est-ce qu'on procède? Nous vivons tous, nous voyons l'émergence de nouveaux systèmes de paiement qui sont le reflet des changements de la scène géopolitique, mais aussi des pouvoirs économiques. Et je pense définitivement, c'est toujours un défi. Avec tout défi, il y a des opportunités pour les pays en voie de développement. Le Maroc, les défis, c'est que les pays émergents qui font de leur mieux pour développer leur économie respective peuvent faire face à des problèmes de fragmentation et des défis d'ordre commercial. Mais d'un autre côté, il y a également des opportunités d'avoir des systèmes de paiement plus efficaces et de réduire les coûts. Nous avons vu cela à titre d'exemple lors de la guerre russo-ukrainienne. Plusieurs pays ont eu beaucoup de problèmes avec les systèmes de paiement pour acheter l'énergie, le blé, sans pour autant être une partie du conflit. Donc, c'est la nature de l'économie du monde. Il nous faut nous préparer. Ainsi, il nous faut investir dans nos mécanismes de contrôle, régulation, pour avoir un secteur financier robuste qui sera prêt à conceptualiser le futur. Et je suis sûr que les banquiers auront beaucoup de choses à dire sur cette question. Le Maroc et la manière avec laquelle il a changé. Il y a la question des capitaux crypto. Il y a eu même un texte de loi qui a été émis à cet égard. Et je sais qu'il y a plusieurs fans des crypto-monnaies dans la salle. En tant que décideur, comment est-ce que votre réflexion a changé au fur et à mesure que la scène a évolué? Je dois dire, en tant que décideur, nous sommes toujours derrière l'innovation et les entrepreneurs. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter. Et la crypto a toujours été un défi. Alors que nous observions ce qui se passait, on n'était pas prêt, mais on n'a plus le choix. En tant que ministre de l'économie et des finances, on ne m'a pas confié ce dossier en particulier, mais il y a eu des annonces à cet égard. La Banque centrale, avec le ministère des économies et des finances, sont prêts pour donner un cadre de contrôle pour ce qui est des crypto-monnaies. Bien évidemment, le crypto, c'est quelque chose de nouveau et moi, j'appartiens à l'ancienne génération et pour les personnes de mon âge, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de volatilité derrière, surtout en termes de prix. Il y a la question de la fraude aussi. Nous avons le président de l'administration fiscale qui se préoccupe également de cette question de fraude et le blanchiment d'argent. C'est toujours les risques inhérents, ils sont là, mais il faut saisir les opportunités. Définitivement, le Maroc a beaucoup fait. Nous avons une stratégie nationale pour l'inclusion financière et mon collègue, le président de Tijari Bank, est d'accord avec le fait que nous avons progressé, mais il nous faut d'autres solutions pour le monde rural, pour les petites entreprises, et le crypto peut s'avérer être une solution pour ces acteurs si nous avons une bonne infrastructure, les régulations derrière et toutes les sauvegardes que je dirais qui seront très utiles. Je suis d'accord avec le fait que c'est très coûteux, mais voilà, préparons-nous pour ce futur. Le futur est déjà là d'ailleurs. Et comme toujours, le Maroc considère l'ouverture vis-à-vis du monde pour renforcer notre secteur financier et les régulations inhérentes. Effectivement, à chaque fois que nous discutons des crypto-monnaies lors de ces événements,
C'est des débats très enflammés, mais je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à dire par la suite. Venons-en aux banquiers sur la scène. Jérémy, Mohamed. L'échelle étalonnée pour amener ce potentiel au marché. Comme on l'a évoqué, il y a le potentiel énergétique, mais lorsque vous gérez des institutions au niveau de tous ces pays africains, quelles sont les règles et les régulations qui faciliteraient le travail pour vous? Jérémy, puis Mohamed. Merci. Vous en avez parlé lors de votre introduction. Une banque telle que EcoBank, parmi les 54 pays, nous avons 40 régulateurs et régimes de régulation. Et ceci rajoute une touche de complexité, ce qui implique expliquer, donner des justifications aux clients qui veulent faire affaire. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On veut appuyer notre clientèle pour qu'ils puissent faire affaire. Nous avons parlé du commerce libre en Afrique et ceci permettra au pays de faire affaire librement. Et le défi inhérent, toujours, c'est l'accès aux capitaux. Nous avons fait face à plusieurs difficultés, les crises qui se sont succédées, la crise russo-ukrainienne, la Covid. Nous voulons donc des régimes qui établissent une base qui serait propice au développement de ce renforcement économique par le biais de l'harmonisation des systèmes de paiement. Il nous faut également nous concentrer sur comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour réduire le coût des paiements, qu'il s'agisse de paiements réalisés par les individus à titre individuel, les clients, et pour la majorité des cas, lorsque les fonds arrivent au continent, il y a beaucoup de valeurs qui se perdent, malheureusement. Et il nous faut nous souvenir que le commerce, c'est pas juste les entreprises, c'est même les individus. Même si vous êtes un tailleur ou que vous vendez vos produits locaux, ça aussi c'est du commerce. Il n'y a pas toujours question d'entreprise. Donc, lorsqu'on se penche sur le cadre et les régulations, le cadre de contrôle, les ministères des Finances et les banques centrales doivent gérer les réserves d'échange du commerce extérieur et ceci peut être d'une grande aide pour la suite. Les paiements sont effectués avec il y a également la question du panier de devises qui se posait pour alléger le fardeau sur le dollar. Donc la question des devises est très importante. Dernier élément que j'aimerais évoquer, c'est travailler avec un cadre global de contrôle qui inspire la confiance. Si les personnes ne font pas confiance au système qui gère leur argent, il y aura alors les règles financières internationales, il y aura un problème s'il n'y a pas cette confiance. Par exemple, les banques de correspondance en Afrique ne cessent de diminuer parce qu'il y a eu un risque perçu. Donc, ceci n'encourage pas les investisseurs à venir et à investir en Afrique. Il nous faut donc investir pour renforcer la confiance dans nos institutions, dire que nous suivons les régulations internationales pour renforcer la confiance des investisseurs étrangers. Enfin, mais pas des moindres, les investisseurs veulent amener leur argent, ils veulent également, encore une fois, faire ressortir leur argent pour les transferts internationaux. S'ils veulent investir à l'étranger, s'ils veulent, etc. Donc, s'il y a ce ressenti, cette idée reçue comme si l'argent était bloqué au niveau du continent, ça ne va pas renforcer la confiance qui soulève la question des devises. Moi, je reviens sur un constat qui met les banques africaines et panafricaines devant leurs responsabilités. C'est la sortie progressive des grandes banques internationales du continent africain. Ça met un poids et une responsabilité extrêmement lourde sur le secteur bancaire africain.
mais aussi sur les gouvernements et les régulateurs. Pour la simple raison que le secteur bancaire africain se trouve devant une équation complexe. Il doit accompagner de manière dynamique la transformation du continent, parce qu'il faut rattraper les déficits en infrastructure dont Madame la ministre a rappelé le chiffre astronomique de 1200 milliards de dollars à horizon 2030. 2030, c'est demain. C'est aussi faire face aux enjeux des changements climatiques avec tous les impacts et les risques que nous connaissons au niveau de notre continent africain et qui met aussi des menaces sur le secteur bancaire africain qui doit accompagner cette transition et minimiser les impacts et les risques liés au changement climatique. Et nous avons aussi le défi de la transformation vers une industrialisation du continent africain, donc une fixation d'une partie de la chaîne de valeur au niveau du continent africain et parallèlement à tout cela, animer des stratégies efficaces d'inclusion financière et essayer de bancariser le maximum de citoyens de notre continent africain et démocratiser l'accès aux produits et services financiers de base. Donc tout ça, dans un continent, comme l'a rappelé Madame la Ministre, qui connaît aujourd'hui une fragmentation très très importante, à la veille de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui est un levier puissant normalement d'intégration, qui devra accélérer l'intégration. Mais il faut, à mon avis, partir de la cause principale des principaux handicaps que nous vivons. Tout d'abord, ça a été dit par Madame la Ministre, par le directeur général d'Ecobank, par M. Pimenta tout à l'heure, c'est que pour asseoir un système efficient de paiement transfrontalier et entre les pays pour satisfaire les besoins des investisseurs, mais aussi des opérateurs économiques de notre continent, en interaction aussi avec les autres opérateurs d'autres continents, il va falloir qu'on arrive à mettre en place un système intégré de paiement pour accompagner. Et ça, en 1973, quand les grandes banques internationales, quelques grandes banques internationales se sont réunies pour mettre en place le système SWIFT, personne ne misait sur le succès d'une telle opération. Et SWIFT, on le voit, il domine aujourd'hui le système des paiements transactionnels, mais nous voyons la naissance dans d'autres blocs régionaux de nouveaux systèmes de paiement. En Asie, au sein du monde arabe, l'initiative Bouna, qui a été initiée par un certain nombre de pays arabes pour faciliter le paiement du commerce intra-monde arabe. Pourquoi on ne se met pas autour d'une table en tant que grand opérateur bancaire panafricain pour essayer de réfléchir autour d'un système de paiement qui tient compte de la complexité de la chose. Ce n'est pas une chose aisée. Nous avons 42 monnaies à gérer au niveau du continent africain, il faut le savoir. Et nous avons des économies avec des cadres macroéconomiques extrêmement différents. Ça va des cadres macroéconomiques les plus stables, qui ne sont pas nombreux au niveau de notre continent africain, aux économies les plus volatiles, ce qui rend les échanges extrêmement difficiles pour mettre en place un système de paiement intégré. Mais il va falloir, moi, à mon avis, aller par étapes. Et si on doit se projeter à 2029, je me réfère au film qui a été projeté en introduction de cette matinée. Si on doit se projeter en 2029, c'est essayons de réfléchir dans un bloc économique cohérent, avec un cadre macroéconomique plus ou moins stable, pour initier un projet de système de paiement en interaction avec des fintech extrêmement innovantes qui présentent aujourd'hui des offres très intéressantes sur le plan technologique, parce qu'il faut qu'on arrive à standardiser
et à mettre en place des normes communes en exploitant au mieux les API et les protocoles de communication dont on dispose aujourd'hui et qui n'existaient pas en 1973 quand SWIFT a vu le jour. Donc moi, à mon sens, s'il y a une proposition concrète dans ce domaine, parce qu'on en parle dans tous les forums et depuis des années que j'assiste à des forums, on parle de ce système de paiement intégré, mais je crois nous sommes à la veille de la mise en œuvre de la ZLECAf. C'est une belle opportunité aussi pour que le secteur bancaire panafricain puisse avoir une réflexion concrète et une projection et une stratégie de mutualisation de telle sorte à ce que nous puissions investir dans un système de paiement intégré, dans un bloc régional déterminé, parce que c'est d'une complexité extrêmement importante. And I believe Michael Balu and his team from PAPS, the Pan-African Payment System, are in the room. So it's. Donc ce serait très intéressant de voir comment, en tant qu'un continent, nous allons construire et pour faire la compétition. Donc, parlons de votre organisation. Vous avez tous les deux redoublé vos bénéfices l'année dernière. Vous avez fait un travail intéressant. Vous avez essayé de faciliter le flux et pour que les entreprises puissent se développer. Nous avons une compagnie marocaine qui travaille dans l'irrigation et les énergies renouvelables. Vous avez donné des garanties. Donc, est-ce que vous pouvez maintenir ces taux de croissance en 2025-2026 avec toutes les volatilités en cours? Merci. En termes de croissance, nous avons connu une croissance qui se rapprochait de 40% il y a une décennie. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait maintenir. Quand on regarde la volatilité du marché, nous allons voir les PME en Afrique se rapprochent d'1 milliard, avec un chiffre d'affaires d'1 milliard. Ce qu'on a fait avec les partenaires, et donc nous avons couvert à plus de 10%. Nous avons besoin de faire quelque chose dans les 90% qui restent. La croissance doit être maintenue. L'un des défis, c'est de mobiliser des capitaux. Et la raison pourquoi on voit cette croissance, ce qu'on appelle les trois R, la réglementation et les risques. Nous allons voir ce qui va se produire dans les années à venir sur le continent africain. Nous avons la monnaie qui est très volatile. Si on divise, donc nous avons constaté que le Naira, par exemple, s'est déprécié et pour $1, il faut avoir 400 ou $1 pour. Donc les monnaies locales sont volatiles et donc maintenant, nous avons ces monnaies qui se déprécient à hauteur de 20%. Et nous avons également la crise souveraine quand vous regardez tout le continent et vous avez la dette en Afrique. Donc quand vous avez tous ces risques qui sont en place dans ce système, on voit de plus en plus de demandes de la part des investisseurs pour qu'ils voient des moyens d'atténuation. Et puis nous avons la réglementation, le deuxième R. Donc la réglementation devient de plus en plus stricte. Et la tendance que nous avons constatée en Afrique, on est en train de passer du 2e niveau au 3e niveau. Et là, nous avons des capitaux, la levée de capitaux qui devient de plus en plus difficile. Nous avons, en 2018, nous avons connu un changement principal au niveau du marché. C'est pour cette raison que nous pensons que nous avons des gains à faire, où nous avons besoin de maintenir cette croissance au fil de ces dernières années. Premièrement, j'aimerais dire que notre croissance, comme je l'ai vu ces années, c'était une réponse à ce qui se passe sur le continent. Et nous sommes une institution de développement. On ne fait pas la croissance pour la croissance. On fait cela pour les entreprises, pour les pays, pour le
les continents qui sont sur le chemin du changement. Et le continent a déjà fait partie de ce changement. Nous voulons donner une assistance. Nous avons quelques arrangements, des ajustements pour soutenir l'Afrique dans son chemin de croissance. Et donc, c'est un rôle intrinsèque à notre institution. En période de challenge, de défi, il faut qu'on soit utile. Il faut être plus utile. Il faut faire plus. Nous avons fait beaucoup pour faire une expansion importante. Nous avons des bureaux dans 40 pays en Afrique. Nous avons du personnel sur tout le continent. Mais le changement que nous avons effectué, c'est lorsqu'on a constaté la direction du continent, nous voulions mettre l'accent sur la croissance des petites entreprises et moyennes entreprises. Pour une institution financière, c'est très clair. Et nous avons des institutions qui travaillent avec nous dans notre expansion sur le continent. Nous avons constaté ces tendances. Certains parlent de banques internationales qui quittent le continent, mais la demande en offre de banques sont de plus en plus croissantes. Il y a des institutions financières qui ont saisi cette opportunité. Ils voulaient faire partie de ce chemin. Donc, notre politique consiste à faire cela et nous allons le maintenir. Concernant la continuité et l'avenir, nous voulons continuer. Nous avons la capacité de s'élargir d'un point de vue financier, mais nos besoins sont aussi importants. L'un des rôles que nous avons vu être important, c'est la mobilisation. Il ne s'agit pas seulement de notre financement à nous, mais il faut aider les acteurs qui sont prêts à financer le continent, que ce soit des fonds africains ou étrangers. Nous allons les aider à s'installer sur le continent. Donc, c'est l'une de nos fonctions. D'autre part, nous avons généré une croissance importante grâce à nos interventions. C'est un travail qu'on fait en avance. Nous avons constaté qu'en tant qu'institution financière, vous ne pouvez pas attendre qu'un projet soit prêt à être financé et puis vous allez signer le chèque pour verser l'argent, débourser l'argent. Non, nous avons besoin de chercher des partenaires avec des acteurs du secteur privé, des institutions financières et dire comment est-ce qu'on peut répondre à ces défis, comment est-ce qu'on peut apporter une solution sur la table. Donc, nous voulions mobiliser de plus en plus de ressources et offrir un pipeline divers et varié en termes d'opportunités. J'ai eu ce débat avec bon nombre de leaders d'institutions financières en Afrique et m'ont dit que les banques africaines, les compagnies d'assurance africaines, les institutions de financement se sont rendus compte de ce rôle important à jouer. Il ne s'agit pas seulement de financer, il s'agit d'aider le continent à se développer pour devenir un secteur résilient. Un secteur résilient financier, c'est un secteur qui doit contribuer à ce parcours du continent. Nous sommes très motivés à en faire partie et j'ai mes collègues dans la salle. Je souhaite les remercier pour le travail qu'ils ont fait et pour ramener l'institution à ce qu'elle est aujourd'hui. Nous allons continuer, nous allons maintenir la croissance avec tout le monde dans la salle et avec les partenaires. L'une des préoccupations dans la salle, ça concerne les coûts de capitaux. Donc, c'est un coût qui s'élève. Là, nous avons un grand potentiel. D'une part, nous avons le potentiel des industries financières, nous avons les énergies, l'agriculture, mais le coût et la perception des risques, ça aussi, ça doit être géré en même temps, en concomitance. Mais moi, je souhaite avoir votre point de vue en tant qu'institution externe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter les choses, pour mobiliser ces capitaux? Par exemple, au Maroc, vous ne pouvez pas... Donc, il faut avoir énormément d'argent, il faut avoir des capitaux. Comment est-ce qu'on peut ramener ce capital et faire face aux risques y afférents? Premièrement, le coût de capitaux et la perception de risque. Donc, l'un des domaines de notre focus, c'est la perception. Ce n'est pas seulement la perception de risque. Quels sont les risques liés aux investissements en Afrique? Pour moi, ça, c'est fondamental. Et je vois que les efforts déployés par les législateurs, les institutions pour améliorer l'écosystème des affaires, pour ramener une stabilité et rendre les affaires pratiques pour que les investisseurs se sentent de plus en plus à l'aise en Afrique. Quand vous commencez, les choses vont suivre. Quand vous avez des histoires, des success stories de personnes qui investissent, eh bien, ça va
va motiver d'autres personnes en Afrique ou ailleurs. Mais ça arrive aussi en Afrique. Nous avons quelques problèmes concernant le manque de transparence dans le monde des affaires. Nous avons eu quelques incidents, des disputes, des conflits et comment ils sont perçus par le marché, qui ne sont pas considérés comme des disputes d'ordre commercial et qu'il n'y a pas une justice équitable entre l'entreprise et l'institution qui relève de l'État. Mais il faut avoir cette confiance. Il faut faire cette confiance ou construire cette confiance pour avoir une atmosphère qui incite les investisseurs. Donc la question, comment est-ce que vous allez gérer? Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Nous allons d'abord travailler sur l'élément confiance et en attendant ou en concomitance, au niveau de notre institution, il y a également d'autres institutions qui font de même. Mais nous avons également des financements mixtes. C'est-à-dire, nous allons réduire les coûts en introduisant d'autres filiales. Donc, mais cela nous permet, d'encourager les gens à faire cette première étape. Des filiales qui vont créer un élan et au fil du temps, ces filiales peuvent se développer. On peut avoir des transactions financières qui peuvent continuer, qui peuvent se développer. Donc cette transition, c'est quelque chose que nous sommes en train de développer. Et nous avons des partenaires qui sont dans la salle. Je pense que nous partageons tous cette approche. Comment, par quels moyens peut-on encourager les entreprises? Donc, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai constaté. Moi, je suis dans mon poste depuis 7 ans et sur le continent, je vois un changement qui est absolument formidable. Donc, il y a des actions très positives. L'une des choses, c'est que en tant qu'investisseur international, vous n'allez pas investir dans un pays où les locaux n'investissent pas. Quand vous regardez le continent, et voici ce que je vois en Afrique, les gens investissent dans leur propre pays, ils investissent dans le continent. Ça, c'est la meilleure confiance qu'on peut établir. Moi, je dis, j'encourage les autorités à avoir instauré un environnement propice à l'investissement et j'encourage les investisseurs. Et ça va créer une boule de neige. Donc, ça sera dupliqué et ça va déboucher sur des résultats positifs. Il y a un grand potentiel, mais avoir l'argent sur le terrain, c'est difficile. Oui, absolument. Quand on voit le potentiel existe vraiment. Mais pour ce qu'a dit Sergio, il faut instaurer la confiance. En tant qu'un fonds de garantie, nous avons besoin d'une autre couche de confiance. Ce qui est critique dans le marché africain, c'est le financement mixte, comme a dit Sergio. Les investisseurs, de manière traditionnelle, voulaient avoir un accès, veulent savoir les bénéfices et les risques. Mais là, nous avons l'impact sur les gens, l'impact sur la planète, l'impact sur le climat. Le message a changé. Notre message aux investisseurs, oui, le risque existe à un certain niveau, mais nous n'allons pas ajuster le risque en augmentant. Mais il faut voir l'impact auquel vous allez contribuer. Dans le discours, on parle de genre, on parle d'environnement. Ce sont les messages que nous avons maintenus avec les partenaires. Quand on voit, par exemple, on est passé de 10 millions de dollars, donc le marché connaît une croissance à un rythme important. Donc, vous avez maintenant les bons de genre ou les obligations de genre. Donc, maintenant, c'est devenu thématique. Les investisseurs ne veulent pas seulement voir les risques, ils veulent parler de certaines thématiques. Et ce sont les choses qui émanent de nos discussions. Juste pour continuer sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'instaurer la confiance, les données. Ça, c'est une autre partie. Il faut mieux raconter notre histoire. Le problème avec les obligations, nous avons levé 100 millions. Mais là, j'appelle et je remercie les partenaires de nous avoir soutenus. Ils sont là. Ils nous ont soutenus
et Afrexim Bank. Je pense il y avait EFC, il y avait TBD. Et quand ils sont venus, ils ont voulu investir de l'argent. Donc, ça donne confiance aux autres parce que ces institutions mettent une bonne partie de ce financement. Si on ne partage pas ces histoires de succès, de bons exemples, l'Afrique devient un seul bloc, une seule zone au lieu de 54 pays avec plusieurs segments. Les gens ont cette perception. En Afrique, vous allez avoir de la délinquance, vous allez avoir des impayés, vous allez avoir les mêmes problèmes. Avec la banque panafricaine, comment je leur demande, comment est-ce que vous allez mettre un prix à ces risques, évaluer les risques? Ils ont ce regard un peu bizarre s'il s'agit de l'offre et la demande. Je leur dis, vous êtes présents sur 54 marchés. Nous n'avons pas un seul marché. Est-ce qu'il s'agit d'un risque nigérian, de l'Afrique de l'Est? Est-ce qu'il s'agit d'un risque panafricain? Et à ce moment-là, la conversation devient intéressante. C'est intéressant. Ils pensent que l'Afrique en tant qu'un élément monolithique au lieu de voir l'Afrique comme un marché diversifié. Et là où se trouve le problème, quand vous avez un défaut, donc ça sera généralisé sur toute l'Afrique. Donc s'il y a un défaut de paiement, ça sera généralisé. Puis nous avons les échelles. 400 millions, ils vont dire, pourquoi est-ce que je dois mettre 400 millions? Honnêtement, quand vous allez à un financement et qu'ils vous donnent, je vais mettre 50, 60 $, ce sont des petits investissements. Pourquoi ne pas lever des milliards de dollars pour votre compagnie? Quand on raconte notre histoire, ils deviennent très enthousiasmés par rapport aux opportunités qui s'offrent à eux. Et c'est comme ça qu'il faut raconter l'histoire. Il faut être réaliste, mieux raconter l'histoire. Et comme vous avez dit, il faut honorer les engagements, payer bien et instaurer la confiance. Et la dernière chose que je souhaite dire, et ça pourrait avoir l'air étrange, on fait la levée de fonds et puis on va à l'Occident. Et pourquoi est-ce que vous ne levez pas l'argent en Afrique? Nous avons des centaines de milliards de fonds en Afrique qui n'investissent pas dans les institutions africaines pour multiplier leurs bénéfices. Donc, nous avons besoin de réfléchir aux fonds souverains, à ces fonds de pension ou de retraite. Nous avons l'IFC, nous avons d'autres institutions. J'appelle les institutions à investir dans ces institutions et donc ça aura un effet multiplicateur. Il ne faut pas toujours regarder ailleurs, à l'étranger pour avoir de l'argent. On comprend mieux notre histoire. Si on ne peut pas investir dans notre continent, qui va le faire pour nous? Je vous demande de le faire. Les opportunités sont sans limite. Et si on n'investit pas chez nous, je ne sais pas où est-ce qu'on va investir par après. Ministre Nadia, Jérémy a parlé du marché, 400 millions de dollars pour certains investisseurs. Et puis, je regarde le Maroc et la stratégie d'investissement. Quand vous parlez de la réduction d'émissions à hauteur de 40% vers 2030. Pour y arriver, il y a des chiffres qui sont importants. 800 milliards de dollars. C'est autant d'argent qu'il faut pour faire cet investissement hydraulique, pour prendre le challenge de Jérémy. Si vous allez lever cet argent sur le continent, comment est-ce que tu vas le faire? Well, since I'm a politician, I will respond to the question I wanted. But anyway, I think... Le Maroc s'est établi en tant que gros joueur dans le domaine du changement climatique maintenant depuis 20 ans. Et ce qui est important, et mon collègue qui n'est pas là, la ministre de la Transition énergétique, ne cesse de dire que nous n'avons pas encore changé de vision, et ce depuis 2018. Et ça, c'est bon. La stabilité est une bonne chose. Nous avons beaucoup progressé. Le gouvernement et le secteur public doivent s'investir. Mais aujourd'hui, que nous
sommes en train d'encourager le PPP, le partenariat public-privé, et nous avons besoin d'investissements dans l'énergie et nous avons beaucoup d'investissements qui arrivent. Il y a également beaucoup d'espace pour les investisseurs africains, non seulement pour avoir un bon investissement, mais aussi pour apprendre de l'expertise. Mais permettez-moi de répondre à l'autre question et j'ai beaucoup apprécié ce qu'ont dit les panélistes. Je pense que même dans ce panel, nous sommes en train de parler aussi avec les investisseurs externes. Mais ces deux institutions sont la fierté de l'Afrique. Et je le dis parce que je le pense foncièrement. Je le crois foncièrement. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils font depuis 20 ans, 30 ans, croire en Afrique et ne jamais sortir de ce continent, soutenir toutes les économies, c'est ce dont le secteur africain, le secteur financier africain a besoin et c'est ce qu'il est, ce qu'il représente. Et ils ne créent pas uniquement les conditions pour chaque pays pour avoir un secteur financier plus solide, mais ils aident également leurs clients pour aller d'un pays à un autre. Donc, j'ajoute à la liste mentionnée par président Kettani, je suis ravie que vous ayez toutes ces priorités, mais l'une d'entre elles devrait peut-être être d'avoir une vraie économie, c'est de se connaître peut-être un peu mieux dans notre continent. Vous avez fait du bon travail dans le secteur financier, mais il y a encore beaucoup à faire avec les moyennes et petites entreprises et les autres secteurs. Un autre élément pour la SFI, je sais qu'ils soutiennent l'Afrique depuis des années et ils gagnent de l'argent aussi en Afrique. J'espère que pour ces investisseurs qui nous aident, qui nous supportent, qui nous soutiennent, s'il vous plaît, faites passer le message. Dites-leur que vous êtes en train de gagner de l'argent en Afrique. The profit incentive. L'incitation du profit, de la rentabilité devrait toujours être prioritaire parce que gagner de l'argent est toujours important. Alors là, je vais parler d'énergie parce que ça va être un sujet très important, un sujet qu'on va devra parler. Et là, je parle aux banquiers, Mohamed et Jérémy, parce que souvent, nous parlons de ce sujet en termes de 300 000, 600 000 Africains, par exemple, qui n'ont pas accès à l'électricité, mais en même temps, toutes les économies ne peuvent pas aujourd'hui tout simplement changer l'énergie fossile pour passer à des énergies renouvelables ou des énergies plus propres. Est-ce que c'est un faux choix que nous avons qui nous se présente ou comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre, continuer ce besoin d'énergie fossile, mais en même temps de trouver des solutions? Majeur aujourd'hui de l'industrialisation du continent africain, c'est l'approvisionnement en énergie. On ne peut pas concevoir, on peut tracer, écrire toutes les stratégies d'industrialisation. Si vous n'avez pas des capacités énergétiques qui puissent satisfaire justement les industriels, vous ne pouvez pas réaliser vos objectifs. Et de ce fait, je crois que ce problème majeur est adressé aujourd'hui par le secteur bancaire panafricain. Je prends comme exemple Tijari Wafa Bank. Dans tous les pays où nous opérons, nous sommes très fortement impliqués dans le financement des grands projets énergétiques. Et l'expérience nous montre que le continent africain, qui n'est responsable que de moins de 2% des émissions à l'échelle planétaire, on lui demande de se conformer aux exigences au même titre que les pays les plus avancés et les plus développés. Alors que nous avons un retard à rattraper, des déficits énormes, et c'est pour cela que la dialectique entre utilisation de l'énergie fossile, énergie propre, énergie renouvelable se pose avec acuité. Donc il faut être pragmatique. À mon sens, il faut un mix, parce que de toute manière, même les énergies renouvelables présentent des risques d'intermittence importantes.
Et de ce fait que les stratégies qui ont réussi, c'est vraiment les stratégies qui visent des mix énergétiques comme l'a fait le Maroc. Quand Sa Majesté le Roi a pris la décision de lancer une stratégie énergétique qui est bâtie autour d'un mix de 52% à horizon 2035 en énergie renouvelable, je crois que ça a été extrêmement mobilisateur au niveau du secteur bancaire, puisque nous avons contribué de manière volontariste à accompagner les financements des grands projets solaires et éoliens au Maroc. Et rien que notre établissement, nous avons financé pas moins de 2800 mégawatts en capacité éolienne au Maroc, qui fait aujourd'hui du Maroc comme étant le premier pays qui dispose d'une capacité éolienne à l'échelle du continent africain. Donc, ce sont des projets fortement capitalistiques, ce sont des projets pour lesquels nous pouvons trouver des financements en monnaie locale et en monnaie internationale, mais il faut que ça se fasse autour de contrats PPP, parce que c'est les projets qui ont connu le plus de réussite, parce qu'on essaie de minimiser le maximum de risques et justement de combattre cette perception du risque à l'égard d'un certain nombre de pays au niveau de notre continent africain et mobiliser des capitaux à des conditions compétitives. Mais cela nécessite un cadre institutionnel qui puisse conforter la confiance des investisseurs privés dans le cadre de ce contrat PPP et des conditions et un environnement contractuel qui puisse aussi conforter la confiance de ces mêmes investisseurs. Et le retour expérience sur les 20 dernières années fait que ce sont des projets extrêmement intéressants, il y a de l'appétit à l'échelle des institutions africaines, mais aussi internationales. Mais les besoins sont tellement énormes qu'on doit accélérer le processus, d'autant plus qu'il y a une volonté aujourd'hui d'aller vers une sécurité alimentaire, une sécurité sanitaire, une sécurité énergétique. Et ça ne peut se faire qu'à travers, justement, la mobilisation du secteur bancaire d'un côté, mais aussi on n'a pas parlé du marché des capitaux, parce que le secteur bancaire à lui seul ne peut pas tout faire. Il va falloir aussi s'intéresser au marché des capitaux pour les approfondir, pour les rendre encore plus efficients et mobiliser cette manne cachée vraiment en monnaie locale, l'épargne locale qui échappe, parce que nous demeurons un continent où l'économie informelle a un poids extrêmement important. Donc, comment faire aussi, à travers le secteur bancaire, à travers différents acteurs des marchés des capitaux, pour mobiliser cette épargne locale qui manque à nos caisses en tant que banque, en tant qu'acteur bancaire, et surtout l'épargne à long terme. Donc, il faut des politiques publiques qui puissent inciter et favoriser la mobilisation de l'épargne en monnaie locale à long terme pour contribuer justement à l'accélération de la résorption du déficit, notamment en énergie. Et merci. Jeremy, you got the last word on this one. Jérémy, c'est vous qui allez donner la dernière réponse. Lorsque je pense à la problématique de l'énergie renouvelable, des énergies propres, je pense que l'Afrique a une situation unique. Nous contribuons à même pas 30% du problème, si je puis dire, mais c'est nous qui sommes le plus impactés, que ça soit une pression financière, que ça soit la destruction de notre infrastructure, sachant que nous avons déjà un écart concernant l'infrastructure. Nous avons des écarts concernant le financement climatique. Nous avons
vu à la COP, il y a eu cette discussion de pertes et de dommages. La discussion continue. En plus, nous avons ces ressources illimitées en énergie éolienne. Et l'énergie éolienne à elle seule peut aujourd'hui répondre aux besoins de tous les Africains. Évidemment, il y a les solutions à court terme comme les énergies fossiles et qui pourraient fournir une sorte d'export vers l'extérieur pour combler quelques lacunes. Donc, ce que nous devons faire, c'est créer un environnement où on a un monde positif pour les générations futures. Nous avons des chiffres et des discussions plutôt où on nous dit qu'on a besoin de centaines de millions de dollars pour financer tout cela. Et on a besoin de ces centaines de millions de dollars. Qui va apporter les fonds et à quel prix? Ensuite, vous regardez le capitaux de toutes les banques africaines qui est de moins de une des grandes banques américaines ou chinoises. Et ça veut dire que nous n'avons pas assez de capitaux pour nous-mêmes financer nos projets. Je ne suis pas en train de dire investissez dans les banques, que ce soit des investissements étrangers directs ou autre chose, que ce soit des partenariats. Mais en tout cas, nous avons besoin de mobiliser aussi les économies de nos pays africains parce que c'est une liquidité qui peut être investie dans les projets parce que ce sont des projets sur le long terme et non pas moyen ou court terme. Si l'on peut déplacer ces fonds, si on peut utiliser ces fonds, les exploiter, ça fera, ça comblera ce qui est à combler. Donc je pense que nous devons utiliser notre énergie fossile d'une façon responsable, tout en investissant dans l'énergie verte, l'énergie propre, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Parce que si nous ne trouvons pas de solution à ce problème d'énergie, nous ne serons pas capables de concurrencer les autres pays, nous ne serons pas compétitifs. L'utilisation aujourd'hui de l'énergie ou l'électricité par l'Afrique, elle est très moindre comparée aux États-Unis. Si on va exploiter l'analytique, l'intelligence artificielle pour être plus compétitif dans le futur, cela exigera encore une fois de l'énergie, une énergie que nous n'avons pas. Et moi, je pense que l'énergie éolienne peut jouer ce rôle, peut combler cet écart. Et là, je voudrais féliciter le leadership marocain parce qu'ils ne sont pas en train d'être leaders uniquement en Afrique, mais dans le monde. Et je voudrais les féliciter pour cela et les applaudir. Donc, si nous travaillons ensemble, en tant qu'institution, à travers tout le continent, on peut soulever le capital nécessaire et je pense qu'on peut même transformer le futur de nos citoyens à un coût très bas. Je pense que pour la consolidation de l'industrie, je ne pense pas qu'on peut faire mieux que ce que vous avez dit. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour nos chers panélistes. Nous allons prendre une photo de groupe juste avant de passer à la prochaine session. Je voudrais vous remercier pour votre patience, s'il vous plaît. All right, thank you very much. Merci infiniment.